Yes, this is the Mercedes classe C. J'ai eu un peu peur. Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo YouTube dans laquelle on va parler de cette voiture. Cette voiture, si vous la connaissez pas, à la base, ça devait tout simplement être la donneuse de la voiture qui est derrière. Peugeot 505 Swap OM 606 3 litres 6 cylindres turbo diesel, projet 700 chevaux diesel. Ouais. Et avant de vouloir mettre un 6 cylindres dedans, et bah c'est tout simple, dans la Peugeot 505, je voulais mettre un 5 cylindres. Le 5 cylindres qui est ici, j'ai nommé l'OM 605 turbo diesel également, et puis j'ai décidé de mettre un 6 cylindres parce que c'est vachement plus impressionnant, tu vois, pour faire un très gros projet. Donc il me restait ce truc là sur les bras qui était dans le champ devant et qui me servait à rien. Alors je me suis dit non Anthony, c'est pas possible, cette voiture là elle a une espèce d'aura, elle a une espèce d'animosité en elle qu'il faut absolument réveiller. Et entre temps je suis allé en Pologne à l'Ultrace, j'ai rencontré certaines personnes, j'ai vu certaines pratiques. La classe C projet drift était donc née. Le but c'est tout simple, prendre cette classe C diesel 5 cylindres 150 chevaux et en faire une petite voiture de drift très sympa. Alors attention, quand je dis voiture de drift, c'est pas en mode genre je vais m'inscrire au championnat de France et je vais aller péter des chronos et je vais défoncer des pilotes professionnels. Non, c'est pas ça. J'ai jamais fait de drift de ma vie, je ne connais pas le drift. Le but c'est de me faire une petite voiture avec un pont soudé pour aller faire le con à gauche à droite sur des pistes pourquoi pas mouillées, pourquoi pas sèches, j'en sais rien, je connais pas le drift. Mais du coup voilà. Jusqu'ici, cette voiture là, c'est simple, c'est l'objectif, petit budget, mais en même temps pas tant que ça parce qu'au final, pour faire un look vraiment polonais en mode Ultrace, j'ai voulu mettre un kit carrosserie complet, pare-choc avant, bas de caisse, pare-choc arrière, fabriqué en Pologne. Donc un grand merci aux copains qui m'ont ramené ce kit là en France. Je fais des bisous d'ailleurs à tout le monde, tous les gens que j'ai rencontrés en Pologne, vous êtes les bestes. Alors on va dire petit budget sauf l'extérieur parce que pour moi déjà c'est un truc qui m'est propre. J'aime avoir des jolies voitures, j'aime avoir des voitures à mon goût et en l'occurrence voilà, pour moi ce projet là était cohérent uniquement avec ce kit carrosserie de fou furieux. D'ailleurs un grand merci à Static Daddy, mais à mon avis il regarde pas la vidéo parce qu'il parle polonais dans un premier temps. Et ensuite j'ai voulu mettre des rotiformes, des vraies belles jantes en 18 pouces sur cette caisse là parce que, on va pas se mentir, ça mec c'est exceptionnel, on est d'accord. Donc ouais, effectivement, niveau esthétique, j'ai envie de péter le budget. Par contre tout ce qui sera mécanique sur la voiture, je veux que ce soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse le comprendre, tout le monde puisse le reproduire chez lui et ce sera du petit budget. Mais en attendant, les rotiformes qui sont actuellement montées sur la voiture sont absolument dégueulasses. Ouais, elles sont vraiment pas propres, vraiment pas jolies et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai eues à vraiment pas cher. Pour rappel, je les ai achetées en Angleterre parce que si vous êtes dans le tuning, vous savez que trouver des vraies jantes et des belles jantes en France, c'est compliqué puisque 90% du parc de jantes français d'occasion, c'est soit du Japan Racing, soit de la jante d'origine. Et après, la vraie belle jante japonaise, etc. importée, se fait rare, les gens les gardent chez eux. Donc là, j'ai 4 vraies belles rotiformes. Mais encore une fois, là, quand je dis belles, c'est pas vrai. Elles sont absolument atroces, absolument affreuses, elles sont à refaire. Le but, c'est de me faire des très jolies jantes, sauf que clairement, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup d'autres choses très intéressantes à faire sur la voiture, donc ces jantes-là, je vais les prendre et je vais les emmener chez Rimax. Donc à l'avant de la voiture, tu le sais, j'ai des rotiformes nues, classiques, et à l'arrière, j'ai des ultra concaves. Ça va être tout simplement exceptionnel quand elles seront terminées. Donc là l'objectif est très simple, démonter les 2 roues restantes et emporter les 4 roues chez Rimax. Et vraiment attendez bien la fin de la vidéo parce que je pense que vous êtes vraiment pas prêts pour voir ce que vous allez voir. Et en plus de ça j'ai commandé des pneus un peu plus fins et un peu moins larges pour l'avant, comme j'avais déjà dit dans l'épisode précédent, et je pense que ça va être juste parfait. Les jantes sont maintenant chez Rimax, on est le lendemain et on va pouvoir s'occuper d'autres trucs sur la voiture. Alors mine de rien, j'utilise la YouTube Money je pense à bon escient parce que la caisse, j'ai vraiment envie qu'esthétiquement elle soit pépite. Tu vois, je veux qu'on la regarde et qu'on se dise waouh, elle est pépite. Et du coup voilà, si vraiment le rendu que je voulais faire sur ces jantes, je l'aurais fait par mes propres moyens ici dans mon atelier, je pense que j'aurais mis genre 2-3 jours pour les faire. Et eux, je les pose, je m'occupe d'autre chose et je les récupère juste. Avec les pneus neufs que j'ai commandés, etc. Bref, donc je suis très content. Là on va pouvoir se focaliser un petit peu plus sur la mécanique. Parce que mécaniquement il y a pas mal de trucs à faire quand même sur cette voiture là, dont des choses que j'ai jamais fait de ma vie. Donc je vais apprendre avec vous. Je pense que ça va être assez chiant, je vais peut-être y passer la journée, mais normalement je devrais être, et vous aussi, très content du résultat. Forcément qui dit voiture de drift dit pont autobloquant, ça coûte cher, ou pont soudé, ça coûte pas cher. J'ai forcément opté pour l'option pont soudé, donc c'est parti. Et là c'est le moment où la séquence cinématique tourne au malaise parce que le pont se bloque. Sarcastique quand tu veux mettre ta Mercedes Eco plus sur ton pont pour lui souder le pont. Ça fait beaucoup de ponts. Et là, il est malaisé, donc il vient couper la caméra. Et je vais pas avoir le temps de... Bon,
Déjà mettre la caisse sur le pont, c'était une putain d'épreuve. Faut vraiment que je range cet atelier. Et il faut savoir que j'ai jamais fait de pont soudé de toute ma vie. J'en ai déjà vu en photo, sur internet, etc. Mais moi j'en ai jamais fait. Je connais le principe du truc. Alors c'est parti, on va faire ça maintenant. J'avoue que là le pont, je suis très content de l'avoir. Ça facilite beaucoup les choses. Et d'ailleurs pendant que la voiture sera sur le pont, on va également rallonger les biellettes de direction à l'avant. Puisque rappelez-vous, je sais pas si vous avez vu l'épisode précédent, mais j'avais coupé les triangles, rallongé, donc forcément soudé les triangles pour que j'ai un petit peu de carrossage de manière naturelle sur mon train avant. Sauf que les biellettes de direction ne sont plus assez longues. Donc il va falloir faire exactement comme j'avais fait de manière temporaire sur la 505, mais ici de manière définitive. Une fois la voiture levée, on voit bien le pont. Le différentiel, c'est ce qui est justement en sortie de l'axe de boîte. Et en gros, c'est ça qui permet de transmettre la puissance du moteur de la boîte de vitesse jusqu'aux roues arrière. En gros, on a un pignon qui arrive là, qui fait tourner une couronne, et cette couronne fait tourner les deux satellites du pont, ce qui permet de transmettre la puissance à gauche à droite. Le truc c'est qu'ici d'origine on est sur un pont ouvert, t'as capté? Donc, ah, il y a le frein à main en cul. Bon attends, je vais pas te laisser dans l'ignorance si tu connais pas le principe du pont ouvert. En gros, pont ouvert égale, tu tournes une roue, l'autre roue tourne à l'envers. Bon, elle tourne pas, et si je tourne celle-là? L'autre tourne à l'envers. Pourquoi il n'y en a qu'une qui tourne? J'ai pas compris. Ouais, non, je suis vraiment pas un expert en mécanique. Moi, d'ailleurs, tous ceux qui disent en commentaire Ouais, tu connais rien. Moi, je veux juste un mec qui connaît rien. Tu es perspicace, mec! Bravo, c'est le concept de la chaîne. Faire des trucs que je sais pas faire. Ça, je l'ai jamais fait. Propulsion, j'ai jamais eu. Enfin, j'ai eu ma Porsche, mais je m'amuse pas à souder le différentiel, t'imagines bien. Et quand je dis ma Porsche, c'est 944, hein, payer le prix d'une Clio 3, donc commencez pas à... Oui, YouTube. Heureusement qu'il y a beaucoup de mecs cool et sympas dans les commentaires. Bref, tout ça pour dire, pont ouvert, pas tourné, regarde dans quelques minutes ce qui se passe. Il est là, il est démonté, enfin il est démonté, non, il est descendu. En fait, le plan de base c'était de le démonter complètement, de le mettre sur l'établi et de faire tout sur l'établi. Le gros problème c'est que les vis là qu'il y a sur les noix de cardan et sur les cardans, tu vois, c'est ça là, c'est du 12 pans. Et le problème c'est que ça foire à mort. C'est vraiment très désagréable de bosser avec ça. Du coup, j'ai pas envie de foirer mes cardans, puisque si je foire mes cardans, ben le temps de travail est doublé. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement laisser le pont comme ceci, suspendu, tu vois, posé sur mon vérin de fosse. Je vais popper le cache arrière et puis je vais le souder directement en place. Je sais même pas si c'est possible, mais je vais le découvrir très rapidement, je pense. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que là, la vis, elle vient d'exploser. Littéralement. Les dents ont explosé. J'aurais dû le faire à la main. Donc elle, faudra la disquer. Et les autres, je vais les faire à la main. Évidemment, il a encore menti. Seule bonne idée de 2024 pour Anthony. Il a décidé de nettoyer les empreintes pour enlever la graisse et dévisser le reste plus gentiment avec la péteuse Milwaukee. Évidemment, ça a tout de suite mieux marché. Il aurait pu le réaliser avant d'exploser une vis. Mais non, c'est Anthony. Les amis, je me permets de vous couper cette petite vidéo pour vous parler d'une petite histoire qui m'est arrivée. Alors oui, ça va me permettre de vous parler du sponsor du jour, mais c'est surtout pour vous raconter cette histoire un peu périlleuse d'un ami qui adore les Mercedes. Et forcément, plus le temps passe sur ma chaîne YouTube, vous l'avez remarqué, plus nombreuses sont les Mercedes et les projets sur Mercedes. C'est vraiment des très bonnes voitures. Bref, mon poteau, il se balade sur le parking, qui est donc un site avec plein d'annonces de bagnoles, et il m'envoie une Mercedes classe E W124 Break E320. Donc 3 litres de essence, très sympa, ça fait 200 et quelques chevaux, je sais plus exactement, mais bref, une super caisse. Break, config US, grise intérieure un peu caramel, et je la trouve extraordinaire. Je dis mec, elle est trop géniale. Et puis je me dis attends, elle est en Allemagne avec des specs US, c'est un peu chelou, je vais quand même taper sa plaque d'immatriculation sur Car Vertical pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc il m'envoie la plaque d'immatriculation qu'il a demandé au vendeur et moi je vais sur Car Vertical. Et déjà direct quand j'arrive sur le rapport Car Vertical, je vois que le compteur kilométrique est dans le jaune, les papiers sont dans le jaune et les dommages sont dans le jaune. Je fais waouh, ça fait peut-être un petit peu beaucoup là. Donc je descends un petit peu, je tombe effectivement sur les photos de la Mercedes qui datent de seulement janvier 2024 et là je me rends compte que oui, en janvier 2024, elle était encore aux États-Unis, complètement souillée. Alors, je vais pas vous partager l'annonce qu'on a trouvée sur le parking parce que je veux surtout pas d'ennui avec le vendeur, mais c'est simplement pour vous dire que voilà, effectivement, sur les photos, la voiture est en parfait état et là on peut voir que le capot tient avec des tendeurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas grave, ça reste une voiture pas très chère pour ce que c'est, mais je le dis voilà, fais quand même attention, vérifie bien la voiture si tu veux aller la voir, au pire on y va ensemble, mais il faut vraiment vérifier la face avant et les airbags parce que même si c'est une vieille caisse, apparemment, il y a les airbags qui sont sortis. Donc, il faut quand même vérifier que tout a été bien
bien fait, je pense que ce sera un peu plus facile de négocier avec le vendeur. Et pareil, quand on regarde, on a un suivi kilométrique qui est vraiment parfait aux États-Unis. Et là, je pense que l'erreur du kilométrage, c'est simplement qu'un entretien a été mal tapé en 1995. C'est pas très grave. Et du coup, en ce qui concerne le title, tout simplement que la voiture était considérée comme VEI aux États-Unis, mais j'imagine qu'elle a été importée. Je sais pas, je connais pas trop les magouilles. Pour éviter de vous faire avoir, n'hésitez surtout pas à utiliser le code promo PDLV sur Car Vertical pour bénéficier de 20% de réduction sur tous vos rapports. Enfin voilà, moi je voulais vraiment vous partager cette petite histoire. En attendant, retour à la vidéo. Donc là tu vois la technique c'est de faire un petit trou. Là j'ai fait un trou en 7,5 et après je prends un truc comme ça en le diamètre juste au-dessus et je tape dedans et ça va prendre. Là je suis au fond. Ah, j'y crois pas vraiment mais après la vis elle est vraiment très tendre alors je pense que c'est qui tout double. Oh maestro. Bon bah ça va, il n'y a qu'une vis à changer mais est-ce que dans le doute je changerai pas toutes les vis par des vis normales en tête en H? Oh, je suis pas censé le démonter tous les 2 jours mon différentiel normalement. Ouais mais voilà, ça c'est une technique tu vois, si tu la connais pas, ça peut te sauver la vie. Et là maintenant... on va faire ça, comme ça l'huile qui est dans le diff va aller au fond du diff et va pas couler par terre. Ça c'est de la théorie hein. Et là maintenant il faut trouver comment faire levier sur la platine dégueulasse là pour la sortir. Ici, peut-être juste... oh non, non. J'espère qu'il a pas explosé parce que ça c'est de l'aluminium. Alors s'il tombe par terre et qu'il se pète, bah c'est mort. Écoute, ça a l'air d'aller. Ça m'a fait peur mais ça a l'air d'aller. Mais là du coup on a bien accès à notre différentiel. Je suis content. En vrai, je suis un peu fier de moi, tu vois, c'est cool. Donc le principe du différentiel soudé, c'est que cette partie et l'autre partie soient solidaires, tu vois. Quand la gauche, elle tourne, la droite, elle tourne avec. Donc en gros, quand je tourne ça, il faut que ça tourne de l'autre côté également. Et inversement, quand je tourne ça, il faut que ça tourne de l'autre côté également. Donc dans l'idée, c'est vraiment très peu recommandable avec une voiture qui roule tous les jours. Mais moi, techniquement, c'est une voiture qui va monter sur le plateau. D'ailleurs, j'ai eu le permis BE et je suis très content pour aller de circuit en circuit ou d'événement en événement. J'en sais rien, je sais pas exactement ce que je vais faire avec la caisse, mais en tout cas, je sais que je suis content. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc là, maintenant, je vais tout nettoyer, tout dégraisser. Ça, je vais y blinder de nettoyant frein parce que forcément, là, notre différentiel, il est plein d'huile. Et qui dit huile dit soudure égale pas bon soudure. Et bah, parce que huile, il faut enlever huile. A few minutes later. Ah non, c'est vrai, je parle français. Un peu plus tard alors. Maintenant que j'ai tout bien dégraissé, tout bien nettoyé, il est l'heure d'aller sortir le poste à souder. Et c'est parti. Donc en gros, dans un premier temps, il va falloir souder les 4 machins ensemble. Tu vois, bien les pointer, bien les bourrer comme ça là. Et puis une fois que ce sera fait, il faudra couper une espèce de grosse plaque bien épaisse en acier. J'ai pas mal de chutes d'acier à gauche à droite, donc ce sera parfait. Y bourrer dedans et y blinder de soudure. Histoire d'être vraiment sûr que les 4 bidules là, les 4 engrenages là du différentiel, ils bougent plus jamais. Parce que mine de rien, un pont ouvert, il y a pas mal de force hein, qui passe dedans, mais un pont soudé, c'est peut-être 10 fois, 20 fois plus, forcément. Parce qu'on aura une roue qui va vouloir tourner à la vitesse du virage, et l'autre roue qui pourra pas s'adapter à la vitesse du virage, qui va devoir s'adapter à l'autre roue. Donc le pneu va complètement forcer, enfin bref, vous avez déjà tous vu des ponts soudés, je vous apprends rien. C'est énervé quand même sur la mécanique. Bon, forcément, le poste à souder, moi je vais utiliser un semi-auto au gaz. Et il faut pas hésiter à le mettre vraiment très fort en termes d'intensité, histoire que ça rentre bien dans la ferraille, dans le métal, dans l'acier si tu préfères. Et c'est parti. Now give me the beat. Bon, bah là normalement tu devrais commencer à comprendre le truc. J'ai fait juste une espèce de point entre 2 machins là. Et tu vois, quand je tourne cette roue, l'autre tourne avec. Donc le but c'est de rendre ça le plus costaud possible pour pas que ça casse, parce que là tu te doutes bien que juste tu mets la première, ça explose. Donc il faut vraiment être certain de ces soudures et bien verrouiller le truc. Et par-dessus tout, j'ai de l'anti-adhérent pour soudure en spray que je vaporise un peu partout, histoire qu'il n'y ait pas de gratons qui viennent se poser ici, machin, et que ça vienne casser la partie qui va nous rester utile du différentiel. Ouais, bah ça se passe bien. J'ai fait un côté. Maintenant, je vais faire le deuxième côté. Après, j'irai couper mes petites plaques de ferraille pour les souder dedans. Et ensuite, bah, on réassemble le pont, on remet le couvercle, on refait un joint, patati patata. Et on le refixe. Et ça va être plutôt chiant parce qu'il était chiant à démonter. Ok, j'ai coupé ma petite plaque de métal. Je pense que tu as compris le principe. Il va falloir bourrer de soudure absolument partout. Une fois que ce côté-là est fait, je tourne le pont et je le fais de l'autre côté. En vérité, c'est pas si compliqué hein, de souder un pont. Rouler après avec un pont soudé, c'est pas la même chose. De toute façon, comme je l'ai dit, je le répète, ne faites pas ça chez vous, sauf si vous avez des raisons valables. Mais surtout, ne dites pas « Oui, c'est Anthony, PDLV, il a fait ça, et du coup, il
Non, c'est un truc de malade ça, non. Pourquoi mes soudures elles font des bubules à la fin des soudures, ça fait les bubules. Tu as compris? Bon, bah vous l'avez vu, je viens de souder le différentiel de la Mercedes, de la RS3. Pourquoi t'appelles ça une RS3 d'ailleurs, Anthony? C'est pas une RS3, c'est une Mercedes. Bah parce qu'elle a un 5 cylindres en ligne qui fait un bruit de RS3. Alors du coup, vous l'avez vu, c'est mal soudé, c'est moche, mais ça va tenir. Et c'est bien ça le principal. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que sincèrement, hormis Archie, vous et moi, qui sait que c'est moche, hein? Qui est au courant que les soudures sont dégueulasses? Bah personne. Concrètement, personne. Ma mère, elle est au courant? Qu'est-ce que ça peut lui foutre à ma mère que mes soudures soient dégueulasses? Ma mère, elle est fière de moi quoi qu'il arrive. Bon, mais c'est vrai que c'est quand même particulièrement moche. Ouais, c'est moche, je sais, c'est pas beau. Mais clairement, là sur la manœuvre, c'est clairement ça le plus important. Après que ce soit beau ou moche, on s'en branle. Ça y est, le pont est remonté, je suis content de l'avoir fait, je suis content que ce soit plus à faire parce que c'était plutôt chiant. J'ai maintenant un pont soudé sur une voiture, ce qui la rend complètement inutilisable au quotidien. Et c'est bien dommage, mais bon c'est pas grave, c'est la vie. De toute façon avec une caisse comme ça et 250 000 abonnés sur YouTube, je vous mens pas que même avec un pont pas soudé, c'était du suicide de se promener à gauche à droite. Bref, tout ça pour dire que le pont c'est fait, il faut surtout pas que j'oublie de le remettre en huile parce que même si le pont est soudé, oui, il a toujours besoin d'huile parce que même si les planétaires et les satellites du pont là ne bouge plus du tout, et ben on a toujours la couronne et le bout là de l'arbre de transmission, je manque de mots techniques hein, cruellement, tournent toujours et sont toujours en contact mécanique. Ça c'est une chose, donc il faut pas que j'oublie de le faire, mais là vu que je suis un petit peu pressé, que je dois aller voir mon usineur rapidement, on va redescendre la voiture et on va passer au sujet intéressant, j'ai nommé El Turbo. Alors, à la base, je vous ai dit que c'était un projet mécanique, un projet drift pas cher. Ouais, je crois que l'épisode 1, il s'appelait projet drift Eco Plus, je sais pas quoi, bref. Donc, j'allais pas mettre un turbo excessivement cher. Vous devinez chez qui j'ai pris mon turbo. C'est pas sponsorisé, ils me payent pas pour vous parler de leur turbo. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? Je ne sais pas. Une fois, on avait un projet qui était sponsorisé par Max Speeding Rod, donc le Berlingo Turbo. Berlingo qui est d'ailleurs normalement vendu. Donc non, il aura jamais de turbo. Mais voilà, aujourd'hui, j'estime que j'ai d'autres trucs tout autant intéressants, voire plus intéressants. Donc Max Speed m'avait filé ce truc là, un kit turbo complet et techniquement j'étais censé être payé pour vous parler de ce truc là, donc je comptais le mettre sur la Mercedes et leur faire un petit mail en mode ça y est les gars, finalement 4 ans après je l'ai fait. Mais le hic c'est que ce turbo là, il a une wastegate externe et autant vous dire que là, vu que c'est un projet pas cher, ça me faisait vraiment chier de partir sur un turbo avec wastegate externe. Tu sais pas parler? Parce que bah ça nécessite plus de soudure, plus de boulot, donc plus d'oseille. Évidemment, qui dit projet pas cher, dit, ça je vais le reposer là, que globalement, on a pris le turbo le moins cher de Max Speed. Oh putain, mais il est énorme! Ça race! Mais non, il est plus gros que celui que je voulais mettre sur le berlingot, mais c'est pas possible ça! Ah ouais. Donc en gros, j'ai voulu prendre... Il a un jeu de fils de Pralinade bien cuite. Je me demande s'il a pas un problème celui-là. Ouais, bon bah voilà. Max Speed, tu vois, tu connais. La qualité de moulure, elle est pas extraordinaire. Mais voilà, je voulais un turbo avec une wastegate interne puisque c'est beaucoup plus facile à piloter. Le réglage de la pression se fait via cette petite tige filetée ici. Mais en gros, voilà, ça c'est beaucoup plus facile à gérer en termes de pression. Ce qui est super cool avec ce turbo, c'est qu'on va le monter directement sur notre collecteur d'origine grâce à une platine que notre américain national préféré nous a fabriqué. Donc il va nous rejoindre demain. En attendant, moi je vais démonter le turbo d'origine et surtout démonter la vanne-gère d'origine. Pourquoi? C'est un peu bizarre, tu me dis? C'est très simple, tu vas le comprendre très rapidement. Mais en attendant, au boulot. Ok, bon là en gros j'ai pas encore démonté le turbo d'origine, j'ai démonté le truc qui nous intéresse réellement pour l'instant vu que le temps passe très vite. Le temps passe vite. Il faut que j'aille chez mon usineur. Mon usineur m'a demandé de lui ramener ceci et de lui ramener ceci. Je prends l'iPhone et je vous montre en direct chez lui. Alors je suis venu voir l'usineur, il m'a dit apporte-moi ton machin, donc je lui ai apporté ça. Il m'a dit d'accord, et là du coup bah c'est n'importe quoi, c'est trop stylé, un usineur c'est vraiment incroyable, gros respect à tous ceux qui font ce métier, c'est trop stylé. Ils ont... La machine elle a chié ma pièce. Nous voilà de retour à l'atelier, je suis très content, un énorme merci à Usimeka26, il voulait me faire cadeau de la pièce mais trop gentil, je vous jure trop gentil. Mais du coup, si vous n'avez pas compris pourquoi j'avais ça dans les mains, venez voir, je vais vous montrer. En gros tu vois, ici on a le turbo d'origine et juste là derrière on a le collecteur d'échappement. Sur le collecteur d'échappement, à cet endroit ici, on avait justement le petit tuyau que je viens de vous montrer qui était raccordé ici à la vanne EGR. La vanne EGR, qu'est-ce que c'est? Grosso merdo, c'est un système anti-pollution qui permet de récupérer
récupérer les gaz d'échappement pour les réinjecter dans l'admission, histoire qu'il y ait moins de gaz d'échappement qui partent dehors. Ça c'est ma version, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, mais en tout cas dans ma tête ça marche comme ça. Donc forcément ce système là on n'en veut pas, en plus ça risque de réduire un petit peu la fiabilité puisque ça renvoie plein de merde dans l'admission, donc dans le turbo, etc. etc. Bref, je suis pas fan, en tout cas pour notre montage. Forcément, si on veut virer la vanne EGR, il y a plusieurs solutions, soit faire comme c'était, c'est-à-dire juste la condamner comme ça, mais bon, je trouve ça un peu naze. Soit ici, à la place de ce tube-là, qui sert à rentrer ici, là-bas, dans le collecteur d'admission, ça rentre dans l'échangeur, puis ça, bref, le turbo, tu connais comment ça marche. Je voulais juste mettre un tube ici, exactement comme a fait Clayton sur la sienne. Donc je sais pas s'il vient avec la sienne, mais en tout cas il nous expliquera et on le fera ensemble demain si je reçois les pièces qui me manquent. Sauf que si on supprime l'admission ici, et ben on se retrouve avec un trou dans le collecteur d'échappement. Et ça, c'est plutôt nul. Et c'est là que ça devient intéressant parce que moi sur cette voiture-là, je voulais mettre un capteur EGT, Exhaust Gas Temperature, les températures de gaz d'échappement. Et donc forcément, ça doit se mettre sur le collecteur d'échappement ou le mieux ça aurait été juste avant notre turbo. Là en soi, on n'est pas si mal. Le petit point négatif que certains vont sûrement souligner dans les commentaires, c'est qu'ici on est pile en face d'un cylindre, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir vraiment la température d'échappement de l'entièreté de notre moteur, on aura la température de ce cylindre là. Sur certaines voitures de run, notamment les diesel, les mecs ils mettent une sonde EGT déjà pour voir si leur moteur fonctionne bien. Si ça arrive trop chaud, bah tu coupes, hein, t'es pas débile. Et surtout c'est ça qui te permet de savoir si t'as un problème notamment d'injection, parce que si d'un coup t'as un injecteur qui reste ouvert, bloqué et que tout le gasoil se met à passer d'un coup, forcément la température va changer d'un coup. Donc il y a des mecs qui ont une sonde EGT par cylindre sur leur prépa. Et je trouve ça plutôt stylé. Nous, voilà, c'est juste pour vérifier la carto et l'état de santé global du moteur. Donc, j'en mettrai qu'une seule. Tout ça pour dire qu'elle ira ici. On avait plusieurs idées pour en foutre une là. Et finalement, l'idée qu'a eu l'usineur, elle est vraiment géniale. Je te montre. En gros, on a repris ce truc-là et on a refait, enfin, il a refait exactement ces cotes-là sur une pièce en inox qui ressemble du coup à ça. Et je trouve ça phénoménal. Franchement, un grand merci Usimeka 26, c'est incroyable. Donc, il m'a fait ce truc-là et on va voir ensemble si ça se monte en lieu et place. Parce que l'idée, c'est qu'il n'y ait pas 45 000 modifs. Oh putain, c'est tout bonnement parfait. Voilà, ça se monte ici. Et ensuite, on vient le serrer avec le collier d'origine. C'est ça le gros point positif de ce montage-là. C'est vraiment super propre. Et ensuite, comment ça marche pour y mettre la sonde? Et bah c'est tout simple. Le trou qu'il m'a fait ici avec un très joli chanfrein, je vais venir le tarauder avec un tarot en NPT 1/8, exactement comme ma sonde d'échappement. Et ce sera parfait. Mais ça, avant de le mettre sur la voiture, je préfère faire un montage à blanc de mon nouveau turbo avec l'adaptateur d'échappement que Clayton m'a fabriqué, donc ça pareil on le verra demain avec lui, je suis hyper impatient de voir ça et je pense que ça va être très sympa. Donc là pour ce soir, moi je vais démonter le turbo d'origine, et bah ce sera bien déjà, je vais pas te le filmer, c'est un peu relou, c'est comme sur l'OM 606, arrivée d'huile, retour d'huile à démonter, et ensuite on démonte le turbo directement depuis le collecteur. Et là tu t'attendais sûrement à un timelapse ou encore un to doom gros bruit Netflix transition chapitre suivant. Mais non, Anthony s'est senti obligé d'expliquer qu'il avait sorti son vieux turbo tout seul alors qu'il avait rien filmé. Forcément, il a bien fait les choses vu que le micro avait plus de batterie, donc on entend une nouvelle fois rien. Vivement l'arrivée de l'américain. Dans l'idée, voici donc la liste de ce qui reste à faire sur la RS3. Sous les différentiels, c'est fait. Batterie neuve, c'est fait. Tout le reste est à finir pour la fin de semaine. Donc là, j'ai très envie de m'occuper des fuites de gasoil et de la SOV Delete. La SOV, c'est quoi? C'est une valve, des shut-off valves. Traîner avec Clayton, c'est pas bon, du coup, je parle tout en anglais. Ah, le mec, il est bilingue, il se la pète. En gros, c'est une valve sur la pompe à injection qui permet de couper net l'arrivée de gasoil quand tu coupes la voiture. Voilà. Ça, il faut le supprimer. Pourquoi il faut le supprimer? Bah, je vais te montrer. En gros, ici, sous l'admission, tu peux retrouver la pompe à gasoil. Donc, sur ces modèles-là d'origine, comme sur les OM 606, la plupart du temps, c'est une pompe EDC. Donc, une pompe mécanique, mais gérée électroniquement par des électrovannes, des solénoïdes et surtout un calculateur. Ça, c'est important pour la suite de l'histoire, puisque j'ai d'ailleurs reçu hier le nouveau calculateur stage 2 pour la voiture. Mais ça, on en parlera plus tard. Là, il faut surtout qu'on se concentre sur la partie injection. Donc toutes les durites de gasoil venant du réservoir et allant jusqu'au moteur. Je vais démonter l'admission et je vais vous montrer un petit peu pourquoi ça merde et surtout pourquoi il faut tout refaire. Et là, tu t'attendais sûrement à avoir la suite des explications sur le gasoil. Et non, plot twist de la vidéo. En fait, on passe au turbo. Alors, en ce qui concerne le gasoil sur l'OM 605, je ferai ça demain. Le temps commence à être compté parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, c'était super cool. Il y a l'usineur qui est passé, on a regardé les bagnoles, tout ça, bref, c'était trop génial. Maintenant, on arrive dans le dur du sujet. Je sais que vous avez cliqué sur la vidéo en partie pour ça, donc c'est parti. Je vais vous présenter avec Clayton le kit turbo parce qu'il y a pas mal de pièces qui viennent d'un peu tous les endroits du monde.
Regardez-le dans le fond là. C'est bien ce qui va se passer, non? Là, on arrive dans le dur là. Là, on va s'amuser. Alors, ça, on en parle après. Je montre juste pendant 2 secondes. Je pense que déjà les plus aguerris ont compris ce qui allait se passer parce qu'il y a très peu de tubes là. Et voilà. Là, on a globalement le kit de conversion turbo complet pour OM 605 voire 606. Ouais, Techniquement, c'est pareil. Tu peux mettre plus gros sur le 606. Oui, tu peux mettre plus gros sur le 606. Ouais. Sur le 605 aussi. Hein. Oui, ouais, remarque. Mais nous, pour les puissances qu'on veut faire, c'est pas nécessaire. Faut savoir que Klein, ici présent, même si on dirait qu'il adore les V8 américains. J'aime bien, mais j'ai la même chose. Voilà, la même caisse. il a exactement la même caisse avec la même config, le même calculateur qui est dans la boîte jaune là-bas. Tout pareil. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici un Max Speeding Rod. Je sais pas ce que c'est comme équivalent de turbo. En fait, ils disent T3, TK, T04E. Personne ne sait vraiment. On sait pas ce que ça veut Tout le monde dire. dit c'est un T04E. En gros, il a un AR, donc un ratio qui est légèrement plus important que celui d'origine, mais surtout le volume est énorme. Genre, le turbo, il est vachement plus gros. Je suis pas un expert en turbo. Je saurais pas vous donner énormément d'informations, mais je sais qu'avec un truc comme ça, sans aller chercher des grosses pressions, on peut faire aux alentours de entre 250 et 300 chevaux, quoi, un truc comme ça. Ça reste soft là-dessus. Pas plus d'un bar 6. Voilà, c'est ça, pas plus d'un bar 6 parce que ça reste du max speed, donc voilà. Pour faire la conversion, on a besoin bien évidemment du turbo, ça c'est plutôt logique, j'ai envie de te dire. L'adaptateur de turbo dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure, qui a été fabriqué par Klein Knoll. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a son petit logo qui a été soudé dessus, ça c'est très très cool. Explique-nous, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Sur la caisse d'origine, on a une bride de KKK, je sais pas si c'est Garrett, je sais pas qui, je sais pas qui c'est qui l'a fait à la base. Je crois que c'est un Garrett le turbo, Ouais, et donc c'est une bride Garrett. triangulaire, une taille un peu pourrie quoi. Et après, il faut adapter sur du T3. Donc là, j'ai la bride T3. Moi perso, je commande les platines découpées au laser, je mets un coude dedans, je le soude, je fais usiner tout et je fais un taraudage, comme ça tu t'emmerdes pas sur la voiture à mettre un écrou. C'est directement vissé. T'as pas la place, franchement t'as pas la place sous la caisse. Donc après ça se monte en lieu et place sur le collecteur d'origine, au lieu de payer 400 balles pour un collecteur Kangaroos ou voilà. Et ça se monte direct sur le turbo. Et ensuite, bah forcément, on a le joint côté collecteur d'origine, le joint côté turbo, donc forcément les deux sont nécessaires. Et ensuite, on a passé la petite commande sur Benz Injection, je crois que j'ai le petit sticker ici. Voilà, comme ça vous avez l'adresse du site internet. C'est pas sponsorisé, hein, j'ai payé ça comme n'importe qui, mais c'est très cool parce que ce gars-là, qui est basé au Texas, El Paso, nous propose ce kit donc avec les durites, les raccords, les adaptateurs, les joints, donc arrivée, retour, les brides. Non, vraiment, le kit est complet de chez complet. Ça, c'est très très cool. moi je suis passé par lui. Bah, c'est le plus simple. J'ai envie de te dire, ok, tu payes les frais de port, 50 balles de frais de port, ok, tu payes la douane, 14 balles de douane, mais t'achètes ton turbo 160 €, t'achètes ce kit-là, t'achètes où tu trouves, où tu fabriques ce truc-là, t'as gagné 100 chevaux sur ta caisse. Ouais, Et après, il faut aussi le calculateur, mais ça, on en parlera demain. Et là, la douloureuse est un peu plus élevée, c'est 450 balles le calculateur. Mais ça veut dire que là, on a un truc plug and play à balancer sur la caisse, et c'est très très cool. Et oui, du coup, juste, je le dis maintenant parce que je suis pas sûr qu'on y pense après. Pour le retour, on garde la pièce d'origine du retour d'huile du turbo d'origine, on la coupe, et puis, bah, t'as compris, on vient mettre le tuyau là-dessus, qu'on recoupe à la bonne longueur, et l'autre côté, on le branche au turbo. C'est ouf. Bah, c'est parti, on met d'abord ça. Bon, bah là, c'est plutôt facile à comprendre. On met notre joint, on présente le tout, et on met les vis. Ah ouais, niveau place, ça fait... Ah ouais, c'est serré à mort, hein. Mais par contre, ça fait propre. Voix off qualitative de retour pour explication qualitative. Si tu te demandes pourquoi Anthony tape sur ce pauvre pare-chaleur qui a rien demandé, c'est pour faire passer le turbo Max Speedinger Hog qui est trop gros. Certainement une idée de Clayton l'américain et pas d'Anthony. Bien trop complexe à mettre en œuvre pour lui. Bon, et forcément, on l'a vu sur la 505, un turbo, ça peut se tourner. C'est-à-dire que tu as ta coque chaude qui est fixée à ton collecteur. Ensuite, tu as ton SHRA, donc l'arrivée et le retour d'huile. Et ta coquille froide. Ça, c'est 3 parties différentes. Une fois que ça, c'est fixé, tu peux faire tourner ton SHRA pour avoir évidemment l'arrivée d'huile en haut, la sortie d'huile en bas, toujours, sauf si tu as un montage un peu bizarre, mais bon, vu que la gravité, généralement, c'est du haut vers le bas, tu fais dans cet ordre-là. Et pour la coquille froide, et bah là, c'est comme ça t'arrange. Même si la plupart du temps, le meilleur montage, c'est d'avoir la sortie de l'entrée d'air du turbo qui pointe vers le bas, puisque généralement ton échangeur il est en bas, mais voilà, ça dépend vraiment du montage. Donc là il faut desserrer toutes les vis de 13 et aller y présenter sur la voiture. Donc là par exemple tu vois, une fois que toutes ces vis là sont tournées, genre là je peux prendre ma coquille avec mon SHRA et il y a tout qui tourne. Du coup c'est desserré là, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc là, turbo. Est-ce que ça passe déjà? Ouah, c'est serré, mais ça passe. Hop, montage à blanc, au moins on peut tout orienter.
Ouais, mais il est pas mal ton adaptateur. Ouais, du coup, toi, pour faire l'adaptateur, parce que ça fit de ouf, t'as fait comment? T'as fait des essais? Alors en fait, moi je tenais le turbo, Biboche il a tenu le mètre et ouais. voilà, on a vu qu'il y avait... parce que là, mec, c'est parfait, hein. C'était vraiment serré. Après, il y avait beaucoup à l'œil, tu vois. Donc en fait, on a mesuré à peu près à l'œil avec le mètre comme on pouvait. Entre le collecteur et l'abri du turbo, fallait 20 mm environ. Wow. Et en dessous, je crois c'était 60 ou un truc comme ça. Et j'ai fait un petit croquis et j'ai trouvé que ça faisait 37 degrés. Ok. Donc en fait, du coup, il y a 37 degrés entre les deux surfaces. Parce que là, je vais montrer à la caméra, mais ça rend v'là bien. Au chausse-pied, ça c'est rentre. Incroyable. Au chausse-pied, ouais. Ça me fait plaisir de voir une deuxième montée comme ça, quoi. Wow. Ça fait vraiment bien. Et c'est discret en plus comme montage, hein. Franchement, ouais. C'est pas un gros top mount, mais au moins ça le rehausse, c'est cool, ça met un peu plus en avant. Ça le rehausse bien. Et ouais, là, du coup, putain, pour la Westgate, tu l'as fait passer où, du coup? Bah du coup, il faut la passer en dessous, attends, je l'ai posé là. C'est chaud, ça. Et c'est pour ça que j'ai dû déporter mon... Ouais, la pompe à eau. Ouais, parce que là, on est en plein dedans, là. Ouais, en fait... Oh, toutes les durites, comment ça fait chier, là. Ouais, là, ça fait vraiment chier, tu vois. Là, on est vraiment en plein dedans. Mais en gros, l'idée, c'est à peu près ça. Donc en gros, là vous avez compris, ça va être la minute super chiante où on va devoir modifier les durites, les bouger, machin bidule. On vous fera voir de toute façon dès que c'est terminé. Mais là je vais pas filmer ça, ça va être une putain de plaie dans le cul. C'est vrai? Ouais. On se retrouve 1 heure plus tard, il commence à cailler un petit peu dans l'atelier, mais on a bien avancé parce que maintenant, la voiture a un turbo et ça me rend très heureux. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça a fonctionné et surtout comment on a fait pour en arriver jusqu'ici. Alors, pompe à eau auxiliaire, relou, donc ça, il va falloir que je prenne de la durite un peu plus longue, que je la délocalise, etc. Mais du coup, ici, Clayton a modifié le support de la Westgate. Tu l'as remonté un petit peu, on a mis les coquilles au bon endroit, etc. Quand tu mets la coquille à la bonne orientation pour relier la sortie d'air du corps froid à la surale, en fait ta Westgate elle tape dans le côté de la caisse, quoi. Ça passe dans le pare-chaleur, dans la tôle, ça fait de la merde. Donc en fait tu es obligé de couper et de réorienter. Tu cales ta coquille froide comme il faut, avec ta pièce coupée, tu présentes la Westgate, j'ai fait un coup de marqueur et j'ai ressoudé, quoi. J'ai fait la même sur la mienne. C'est ça qui est vraiment génial, c'est que toi tu l'as déjà fait le montage. Ouais, on va avoir les mêmes caisses. Donc là. en fait c'est pour ça que c'est allé vite là pour le montage. Du coup, kit durite, Benz injection, donc là c'est pas serré, je le serrai au jour J pour graisser un petit peu mon turbo par ici. Puis bah en fait j'ai pas grand chose de plus à dire, quoi. On a martelé un peu le bordel, il faut modifier ça, c'est vissé. C'est prêt à démarrer presque. Sauf que on n'a pas de ligne d'échappement. Et moi, je t'ai dit, ça me fait chier de démarrer la caisse sans ligne d'échappement. Premièrement, parce que là, des trucs qui crachent directement contre le tablier, moi, ça me fait chier, j'en ai pas du tout envie. Le gros problème, c'est que la vidéo est censée sortir dimanche. On est quel jour là? On est mercredi. On n'aura clairement pas le temps de fabriquer une ligne d'échappement avant dimanche. Et en plus, j'ai pas beaucoup de tubes en réserve. Qu'est-ce qu'on a en réserve comme tube? On a une 6 cloches en réserve. On a une 6 cloches. Et puis, bah, on a que ça, quoi. Donc, on va faire au plus court. Ça va être nickel. Je vais kiffer, je te jure, je voulais faire le même sur le mien. En sachant que, vu que Clayton, c'est un Américain, il m'a dit « Yo mec, on pourrait faire une goutte. » C'est quoi le vrai mot technique? Teardrop. Teardrop. Ouais, c'est une goutte, quoi. Ouais, une goutte d'eau en fait. Teardrop. Ou une larme. Non, c'est une larme. Ouais, c'est une larme, ouais. Une goutte de larme. C'est une langue étrange, l'anglais. Ouais. Donc, ceux qui connaissent pas, vous allez avoir une surprise exquise. Et ceux qui connaissent, pareil. Je crois que ça y est là. Attends, je crois que ça y est là. Là, on est sur le point de quelque chose de grand là. Quelque chose de grandiose. Ça, c'est quelque chose que je rêve de faire depuis un moment. Ça me fait vraiment plaisir. Je te jure. Ah, c'est une folie. Mec, c'est insolent. Ah ouais, c'est abusé. J'espère qu'on n'a pas besoin de trop le rehausser. Autant il faut le rehausser, mais... Je pense qu'il faut le rehausser un poil. Frère, tu m'expliques ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'on les coupe aux États-Unis. Je crois que c'est comme ça. Je pense qu'on va arrêter le carnage là. Ouais, on va finir avec la petite meuleuse à bande là, la petite ponceuse à bande. Ouais, carrément. Ouais, et bah après, c'est pas grave, puisqu'on peut mettre notre tube où on veut. Moi après, je vais rattraper là comme je peux avec le... Ça va faire. On va retester. C'est trop beau, il a dit. Ça, c'est le projet de ma vie, ça. Attends.
Ok, c'est vrai que c'est stylé quand même. Mais waouh, il y a tout qui est aléatoire là. Hein. On va faire une tôle pour protéger et on va faire une fausse coupe pour le rattraper. Ouais. Parce que là, si je fais une fausse coupe, je peux le réincliner vers l'arrière. Et faut le mettre un peu comme ça aussi. Ouais. Je vais faire une fausse coupe sur cet axe et sur cet axe. Ok, ça va être pas si mal. Et après, il faut imaginer les copains qu'il y aura une tôle tout autour qui fait la forme de la goutte, vraiment découpée au laser, impeccable. Donc c'est pas grave si le capot est pas coupé propre. Mec, il est 1h20. Pas mal. Let's go! Vous entendez rien? C'est normal. Avec l'arrivée de Clayton l'Américien, la vidéo commençait presque à être normale. C'était sans compter sur Anthony et son organisation légendaire qui a encore une fois frappé. Pas de son sur toutes les images où il s'occupe des durites de vin diesel. Et c'est encore moi, la voix off, internationalement reconnue comme voix off, qui doit vous expliquer qu'il a simplifié le circuit et rebouché toutes les durites qui prenaient de l'air pour éviter que ça fasse n'importe quoi. Au final, c'est peut-être pas plus mal que ce soit moi qui explique parce que là, il a l'air de prendre 58 millions d'années pour raconter ça. Bla 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 bla. C'est chiant. On passe à la suite. Bon, là c'est le lendemain. Je viens à peine de récupérer mes jantes chez Rimax. Elles sont extraordinaires. Je pense que de toute ma vie, j'ai jamais vu des jantes tuning aussi belles. Mais vraiment, c'est incroyable. Je vais pas vous les montrer maintenant. Je vais garder un petit peu de suspense. Je vous les ferai voir uniquement à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez voir les nouvelles jantes terminées, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, j'ai également bien avancé hier soir sur le moteur. Regardez ce que j'ai fait. J'ai donc tout remonté. On a l'admission qui est remontée avec la tubulure. Forcément, la suppression de Vanegère côté admission. Tube en 80 que j'ai adapté ici avec un manchon réducteur 50 vers 80, je crois que c'est ça. Tout est prêt, tout est fini, je suis très content. Il ne nous reste plus qu'à changer le calculateur, puisque là j'ai le calculateur d'origine avec la gestion d'origine. Forcément, vous l'avez compris, on va surtout pas garder l'Every Mode pour cette configuration. On part sur une vraie cartographie qui a été faite, je l'ai déjà dit, par Sean Tracy, qui est basé aux Pays-Bas et qui m'a envoyé un de ses calculateurs stage 2. Pour les petits curieux, ça m'a coûté 450 € avec le calculateur, plus le capteur map 3 bars qui est adapté avec le stage 2 concrètement qu'on a sur la voiture. Et voilà comment ça se présente. Et c'est tout con. C'est le même calculateur que d'origine en stage 2 avec un petit capteur map 3 bars. Alors, il m'a dit que l'alinéa du capteur était adapté avec le calculateur. C'est très bien. Il m'a dit dans le doute, je sais que tu as déjà un capteur map. Monte le mien, c'est mieux. Donc je sais qu'en tout cas sur HDI, quand tu mets un capteur, il faut absolument que la carto corresponde avec ce capteur. Un alinéa, c'est tout simple. Hein, c'est une valeur de cartographie qui est située entre 0 et 5 volts. 0 correspondant à une valeur, 5 volts correspondant à une autre. Si la plage de mon capteur que j'ai acheté sur Autodoc et de son capteur ne sont pas les mêmes, et ben on aura des différences. Et du coup voilà, je vais monter son capteur à lui et pas celui que j'avais acheté. Donc c'est parti, ça je vous le filme pas, on s'en branle. Il suffit de débrancher quelques fils, enlever quelques vis, sortir le calculateur d'origine, mettre celui de Sean. Ici on a le capteur map d'origine, donc on l'enlève, on met le capteur de Sean et à ce moment-là on pourra démarrer. Alors faudra mettre un petit peu d'huile dans le turbo, mais ensuite on pourra démarrer. Je commence à être vraiment content, vraiment impatient parce que mine de rien ça fait des semaines que je bosse sur la voiture et que j'ai envie de la voir démarrer. Ok, bon, le nouveau calculateur est monté, j'ai monté le nouveau capteur map, maintenant je vais amorcer mon turbo en huile. Pour ce faire j'enlève le raccord, je prends une petite seringue de ce type là, tu vois, et évidemment je prends ma meilleure huile Motul compétition 1040. Alors c'est peut-être pas nécessaire de mettre de la si bonne huile dans mon turbo chinois, j'en sais rien, mais bon, je me dis si je prends de la bonne huile maintenant, au moins pour lubrifier le turbo le temps que l'huile monte, ce sera très bien. Oh là là, je vais faire une boulette, mais c'est sûr mon gars. Ok, ça va, j'ai réussi sans en foutre partout. Et ensuite, je vide ma seringue dans mon turboule, en mettant un peu partout, ça me semble évident. Et là, si j'ai rien oublié, je pense qu'il est l'heure de rebrancher la batterie dans le coffre de la voiture et de faire tourner le démarreur. Je pense que le démarreur va tourner pendant très longtemps, parce que là, le système de gasoil est complètement à sec, il est complètement désamorcé. Ah ouais, j'ai supprimé la poire aussi, évidemment, parce que j'ai supprimé 2 points de fuite en supprimant la poire, donc ouais. Donc là, il est l'heure de faire chauffer le démarreur. Ok les gars, c'est l'heure. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de démarrer la voiture. Je sais pas si j'ai tout vérifié, je sais pas. Au bout d'un moment, il faut un peu se lancer, je crois. La batterie est neuve, on peut se permettre de tirer un peu sur le démarreur. Imagine ça craque d'un coup. Non, je pense pas, mais... Oh c'est trop marrant.
Ok, petite pause. C'est trop marrant de voir de la fumée sortir d'ici, mec, c'est incroyable. Ça va me buter de rire, je sens, quand ça va fonctionner cette merde. Faut amener le gasoil en fait du réservoir à la pompe, et vu qu'il n'y a pas de pompe électrique, bah le gasoil il arrive par aspiration, mais aspiration naturelle, tu vois. Oh! 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 Elle a démarré! Il y a toutes les couleurs qui sortent de l'échappement. Mon gars, ça a l'air trop marrant. Oh, le bruit que ça fait! Ah, c'est trop drôle! Mec! Incroyable! Là, il faut regarder s'il n'y a pas des fuites d'huile. En haut, il n'y en a pas sur le turbo. En bas non plus. Elle tourne bizarre, non? Ah, c'est énorme! Ça y est, là, elle tourne bien, là. Oh, le bruit que ça fait! Les gars, là, je crois qu'on a fait une vraie dinguerie. Oh, le bruit que ça fait, mec, c'est n'importe quoi. Bon, je reprends un peu mes esprits et après on va passer à l'installation des manomètres. Donc sonde de température d'échappement et pression turbo. Parce que là j'ai une sonde de merde. Tu sais, vraiment un truc mécanique. Tu branches une durite et ça te donne ta pression turbo. C'est pas mal, mais pour moi c'est pas assez fiable. J'ai acheté un truc beaucoup plus sympa, je vais te montrer ça maintenant. Bon, par contre le problème c'est que sur le pont élévateur, je peux pas ouvrir les portières en grand. Donc je vais être malheureusement obligé de pousser le Defender qu'il y a dans le garage et sortir la voiture du pont pour tirer les manomètres. C'est la première fois qu'on va rouler avec le pont soudé. On va faire 4 mètres, hein, mais on va quand même rouler avec le pont soudé. Je suis impatient de voir ce qui va se passer. Oh oui. J'appuie sur le frein, je mets le contact. Oui, oui, oui. Oh, le pont commence à force. Il vient de s'écouler quelques heures, les copains. Ça a bien avancé. Je sais même plus où est-ce que je vous avais laissé, mais oui, les manomètres. Venez voir, ça fonctionne. On a donc... Peut-être que vous n'allez pas voir grand chose, mais ici, on a un truc imprimé en 3D que j'ai fait venir du Portugal. Et le manomètre Zenki. Ça, c'est très cool. C'est très très stylé, je suis très content. Et juste ici, je sais pas si on va le voir à la caméra, on a température d'échappement. Donc là, bon, 27 degrés, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le pare-choc est maintenant fixé parce que, oui, il y a un boîtier de porte. C'est le même boîtier de porte qu'avant. Donc la voiture ne ferme pas à clé, mais ma porte se ferme, j'ai une poignée et tout, donc techniquement, je peux utiliser la voiture. Donc ça, première chose. Et deuxième chose, il y a à peu près tout qui fonctionne et qui est fixé, tu vois. J'ai même mis la plaque à l'avant de la voiture. Elle est maintenant street légale. Du coup, pour les sondes, c'est vraiment hyper bien fait, hyper bien tiré. On a là la sonde EGT qui est là derrière. Je pense pas que ça se voit bien, mais elle est bien là. Ça passe dans le passe-câble d'origine. On a rajouté un passe-câble ici. Ça va dans l'habitacle. Et ici, on a la sonde de pression turbo qui est prise là où on avait mis le manomètre. Et à l'intérieur, ça part avec le petit faisceau sous la boîte à fusibles, etc. C'est super bien branlé. C'est super discret. Je suis très content. Je pense qu'il est maintenant l'heure de démarrer la caisse et d'aller faire les premiers tours de roue avec le nouveau turbo. Et je pense que ça va surtout nous servir à régler la pression turbo parce que là la Westgate elle est en serrage d'origine. Je sais pas du tout ce qu'on a comme pression turbo et Sean Tracy, quand il m'a filé son calculateur, m'a dit que la carto elle est pas faite pour dépasser 1 bar 5, 1 bar 6. Et j'ai également ressoudé ce petit truc là qui permet de fixer la traverse avant. C'est pas super beau, c'est pas super bien fait, mais au moins on peut fermer le capot parce qu'avant le truc c'est que vu que c'était dévissé et qu'on n'a plus la traverse d'origine, je pouvais plus fermer le capot alors que là tu vois, comme à l'origine. En fait, je réfléchis là, je suis pas très dynamique parce que je réfléchis à tout ce que j'ai à vous dire, mais je pense que juste maintenant, ça y est, on peut démarrer la caisse. Je vais juste prendre ça. Si jamais on se fait contrôler par la marée chaussée, il faut que je puisse ouvrir les fenêtres. Bonjour monsieur l'agent. Ah, les papiers du véhicule, oui, je les ai. Alors, c'est la première fois que je roule avec un pont soudé déjà, donc on va être extra prudent. Ouais, ça a démanchonné bien fort. Ok, ça va être une longue nuit. Ouais, bah clairement ça a démanchonné très vite. Ça va être plutôt facile à trouver, je pense. Oui, bah c'était quasiment sûr que ça allait être là. En fait, t'as vu, ils sont en... Le piping en alu et le piping d'origine en plastique, ils sont comme ça. Donc c'est évident que ça tient pas de ouf.
En fait, il faudrait un plus grand manchon. Tu sais, genre, ce tube-là peut-être plus court, et ici un grand manchon de 80, histoire d'avoir vraiment de la prise dessus, parce que là, c'est vraiment, ça prend sur 2 cm, donc à mon avis, on fera pas bien mieux ce soir, malheureusement. Je suis un peu deg. La vidéo, elle sort demain, je répète, hein. C'est chaud, en vrai. Bon, j'essaie de trouver une solution, et je vous dis quand j'ai trouvé la solution. Eh, mate un peu le chef-d'œuvre. On vient de passer avec Hugo qui est derrière environ beaucoup trop de temps pour la gueule que ça a là-dessus. Mais là, mon gars, ça ne peut plus démanchonner. On est d'accord? Parce que c'est que du collier renforcé, de la durite renforcée juste ici. Là, ce n'est pas une durite renforcée là non plus. Et là, le collier, je pense qu'il va pas rester ici longtemps. Mais on peut pas faire mieux. En plus, la fatigue va commencer à parler, donc je pense que ça va commencer à être marrant. Je vais pas vous bananer, il n'y avait pas de pression turbo. Impossible. Il y a eu un minimum de pression turbo, mais en fait, globalement, regardez juste ici, sur le côté du collecteur, vous avez ce trou-là qui mène à, normalement, cette durite-là. Cette durite-là est connectée au capteur de pression du manomètre et au capteur map. Il faut savoir que si la voiture ne détecte aucune pression sur son capteur map, elle ne va pas envoyer de gasoil. Donc, qui dit pas de gasoil sur une voiture diesel dit pas de pression turbo, puisque il n'y a pas assez de débit dans l'échappement pour faire charger le turbo. Donc là, globalement, j'étais tout excité au volant d'une saucisse qui devait faire maximum 70 chevaux. On a fait le piping qui est censé être étanche. Et en plus, regardez, devant vos yeux ébahis, je rebranche cette durite-là. Alors, vous venez déjà de me voir la débrancher, mais parce qu'en fait, on s'est rendu compte en faisant le piping qu'elle n'était pas branchée. Donc là, normalement, on devrait avoir des chevaux. C'est parti. Je suis un peu excité là parce que je suis à peu près sûr que ça va prendre de la pression. Bon, t'es prêt? Ça part. Ah ouais, t'as vu comment ça fume, mon gars? Ça fume de fou. Et le bruit est pas le même, hein. Ok, ça marche. Ok, ça marche là. Poire au chocolat sur son lit d'amande. Mais en vrai, là, le brouillard, c'est un peu chaud pour faire un tir correct et regarder la pression de turbo. Parce qu'on voit vraiment à 20 mètres devant nous, quoi. Je me vois pas du tout me mettre en troisième et accélérer à fond, là. Comment ça marche, la merde? T'as vu, on se donne, mon gars, elle était tout en crème. Ça tue ça. Alors, je pense que 90% des gens qui ont regardé la vidéo, qui ont vu ce micro extrait juste avant, ils se sont dit « Mais lui là, il lui en faut vraiment peu !» Mec, c'est la première fois que j'ai une propulsion dans les mains. Le problème, c'est qu'il y a un brouillard de ouf, on y voit à 20 mètres, c'est dangereux. Et même en dehors de ça, les gars, route ouverte et tout, c'est chaud, tu vois. Nous, on a essayé de faire un truc vraiment, on voyait aucune lumière, aucun phare, rien du tout. Ok, on fait un petit truc, mais quand j'ai compris que la caisse, elle partait, qu'elle démanchonnait pas, qu'elle avait de la puissance, mon cerveau, il a rallumé le truc, il a fait « J'ai peur, je sais pas ce que je suis en train de faire, je connais pas. » Je sais que parmi vous, là, qui regardez la vidéo, il y en a plein sûrement qui faisaient du street, qui font du circuit, voilà. Et ben, je suis impatient de connaître un petit peu ce monde. Pas le street, j'en ferai pas. Ça, c'est sûr et certain. Le street, pour ceux qui connaissent pas, c'est faire du drift dans la rue sur route ouverte. Il y en a qui le font, plus ou moins sécurisé. Moi, je le ferai pas. Je veux que du circuit. Et je viens de comprendre que c'était possible. Et je pense que c'est surtout ça, l'excitation du truc de « Ok, Anto, c'est possible. » J'ai kiffé. C'était très court, mais dans ma tête, c'était très intense. Vous, à l'image, je suis désolé, c'était peut-être pas ce que vous attendiez. Vous attendiez peut-être vraiment quelque chose de spectaculaire. Non, je suis trop une flippette pour le faire. Dans le voisinage, je connais tout le monde sait qu'il y a cette voiture-là, je me calme. Alors, avant de finir la vidéo, quand même, j'aimerais faire un gros big up à l'équipe de Rimax, puisque je leur ai apporté mes jantes il y a seulement une semaine, et je crois qu'il est quand même l'heure de vous les montrer, parce que la vidéo touche à son terme, et je pense que ce que vous allez voir, c'est vraiment ce qui va normalement vous faire comprendre l'amplitude que j'aimerais donner à cette voiture-là. J'aimerais qu'elle ait l'air sérieuse, qu'elle soit bien faite, qu'elle soit bien finie. Je sais pas si c'est possible, mais j'aimerais vraiment l'emmener en Pologne, à l'Ultrace, puisque c'est l'Ultrace qui m'a donné envie de monter cette caisse-là. Bref, assez parlé. Regardez ça. C'est débile. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de la folie du truc. Donc elles ont été décapées thermiquement, je sais pas trop comment on dit. Elles ont été forcément repeintes, elles ont été usinées sur toute la face avant, puis elles ont été vernies et enfin chaussées à l'avant avec des pneus plus fins que ce que j'avais en tête. Et ça me rend vraiment très joyeux. Donc ouais, là on va être sur un niveau de finition qui est complètement débile. J'ai vraiment envie que la voiture soit très belle. Donc dans l'épisode prochain, si tout se passe bien, on va s'occuper de la carrosserie. Ou alors, on s'occupe pas de la carrosserie, on se fait une journée
piste, et après la journée piste, on s'occupe de la carrosserie. C'est peut-être plus malin de commencer comme ça. Si jamais je l'abîme, c'est peut-être un peu moins grave. À voir, ça se réfléchit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que vous serez peut-être d'accord avec cette idée-là. Mais ouais, un énorme merci à Rimax. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est n'importe quoi. Elles sont chromées en fait. Toute la face avant est complètement chromée et tout ce qui est pas là a été repeint couleur gris origine. Et en termes de tarifs, oui, c'est cher. Histoire que vous ayez un ordre d'idée pour les 4 jantes refaites, les 4 pneus démontés, remontés, les jantes dévoilées, etc. Et tout le processus dont je vous ai parlé, on est à quasiment 900 € les 4. Mais j'ai vraiment envie que cette voiture-là soit une jolie voiture, agréable à regarder, agréable à prendre en photo, agréable à prendre en vidéo, agréable à conduire, à piloter si vous préférez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'on peut terminer là-dessus parce que de toute façon la vidéo sort demain, donc je vais pas passer la journée de demain à faire des burns, ce serait vraiment pas gentil envers mon monteur. Moi je vous fais des très gros bisous et abonnez-vous à la chaîne parce que vraiment vous êtes pas prêts les gars. Vous êtes pas prêts, je vous le dis. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just